On va terminer ce chapitre sur les complexes en parlant de dérivation d'une fonction à valeur complexe et à variable réelle. Pourquoi? Parce que ça va nous servir essentiellement dans le calcul de primitives et aussi la résolution d'équations différentielles. Commençons par définir ce dont on parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction complexe à variable réelle? C'est une fonction f qui va de d dans c, où d est une partie de r. Donc j'ai une fonction qui est à variable réelle, c'est-à-dire que je prends t dans R ou une partie de R, mais par contre qui est à valeur complexe, donc ce que j'obtiens, f de t, l'image de t par f, c'est quelque chose de complexe. On va regarder, juste avant de regarder des exemples, on peut très bien aussi définir des fonctions qui sont à valeur complexe et à variable complexe, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Nous, on ne va prendre que des fonctions à variable réelle. On va regarder trois exemples qui nous serviront tout au long de ce cours. Donc voilà, f1, f2, f3, trois exemples de fonctions à valeur complexe. La première qui est définie sur r étoile plus et qui à t associe ceci. La deuxième f2 qui va de r dans c qui à t associe exponentielle 2it. Pour tout t, en fait, ça c'est un nombre qui est sur le cercle Trigo. En fait, on est juste en train de tourner autour du cercle Trigo. Ça, je peux l'écrire aussi comme cos de t plus i sinus de t. Enfin, dernier exemple, la fonction f3 qui va de r dans c qui à t associe exponentielle de 1 plus 3it. Alors on rappelle qu'on avait défini ça quand on avait vu le prolongement de la fonction exponentielle avec l'exponentielle complexe. En fait ça par définition c'est exponentielle de la partie réelle, donc de t, fois exponentielle de partie imaginaire, donc de 3it. Et puis on peut le réécrire si on veut comme exponentielle t fois cos 3t plus i sinus 3t. Donc voilà trois exemples, on reviendra dessus plus tard. Première remarque fondamentale, si on note pour tout t dans le domaine de définition fr de t, la partie réelle de f de t, et fi de t, sa partie imaginaire, et bien en fait f de t va se décomposer de la manière suivante, fr de t plus i fi de t. Donc en fait, au lieu d'étudier la fonction f, je vais étudier deux fonctions, fr et fi, qui elles sont à valeur réelle. Puisque c'est défini de cette manière-là, comme la partie réelle et la partie imaginaire de nombres complexes. Autrement dit, une fonction à valeur complexe, on peut la voir comme la donnée de deux fonctions à valeur réelle. Il y a différentes façons de représenter graphiquement une fonction à valeur complexe. La première, c'est de décider de représenter séparément le graphe de la partie réelle, donc de la fonction fr, et le graphe de la partie imaginaire, de la fonction fi, qui sont toutes deux des fonctions à valeur réelle. Donc on les représente séparément et on obtient quelque chose qui est une manière de représenter la fonction f. Ou alors, on peut représenter dans le plan complexe la trajectoire que prennent les valeurs f de t lorsque t décrit d. C'est-à-dire que pour tout t dans d, je vais représenter le point de coordonnées, enfin le point f de t, qui s'écrit fr de t plus i fi de t. Donc dans le plan complexe, je vais représenter le point de coordonnées fr de t et fi de t. Hop. Et je vais représenter tous ces points pour t qui parcourt d. Donc si je note AB l'intervalle d, hop, et que je regarde ici fr de A, ici j'ai fi de A, j'ai un premier point qui se situe ici, donc là j'ai fr de A, fi de A. Pareil avec fr de B, hop, qui est ici, fi, pardon, de B, et ici, hop, fr de B, donc ça c'est le point final de la trajectoire, entre guillemets, hop, qui est ici. Okay. Et ce qui se passe, c'est que donc partant de ce point-là, eh bien, quand les abscisses, donc quand fr de t augmente, en fait, ici, je me déplace vers la droite, mes abscisses se déplacent vers la droite, et quand fr de t diminue, en fait, je me déplace vers la gauche. Mes points se déplacent vers la gauche.
De la même manière, ici, quand fi de t augmente, ça revient à un déplacement vers le haut. Et quand fi diminue, j'ai un déplacement vers le bas. Okay. Donc en fait, si je représente tous ces points, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et j'indique avec des flèches comment se déplace f de t quand t parcourt d. Donc voilà une manière de représenter ma fonction f. Une fonction à valeur complexe, elle peut être vue comme la donnée de deux fonctions à valeur réelle. Et bien c'est avec ça qu'on va définir la dérivabilité d'une fonction à valeur réelle. En fait, on dit que f elle est dérivable lorsque à la fois la fonction partie réelle et la fonction partie imaginaire le sont. Et dans ce cas-là, la dérivée de f en t, c'est tout simplement fr' de t plus i fi' de t, en fait. De sorte à ce que, par définition, la partie réelle de la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de la partie réelle de f, et la partie imaginaire de la dérivée de f, c'est la dérivée de la partie imaginaire de f. Si on reprend la représentation de f, la deuxième, là, en représentant la trajectoire, en fait, finalement, c'est quelque chose auquel vous êtes déjà habitué quand vous représentez la trajectoire d'un point. Donc vous notez les coordonnées x de t, y de t. Bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de noter les coordonnées d'un point, on note ça comme un nombre complexe et on travaille dans le plan complexe. Et vous le savez, quand vous calculez le vecteur vitesse, en fait, vous faites juste la dérivée de x et la dérivée de y. Bien en fait ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que la dérivée de f' de t, bien dans le plan complexe, les coordonnées c'est f'r de t, enfin fr' de t plutôt fi' de t. Donc en fait, le vecteur f' de t, c'est tout simplement le vecteur vitesse qui se trouve ici en fait, qu'on peut lire ici sur le graphe de la trajectoire, enfin sur la représentation graphique de la trajectoire de f. Maintenant, on va du coup reprendre nos exemples f1, f2, f3, étudier la dérivabilité et dériver avec ce qu'on vient de voir. Pour cela, je vais réécrire f1 de t en séparant bien partie réelle et partie imaginaire. Donc là, j'ai la partie réelle de f1 de t, plus i fois la partie imaginaire. Ok, donc la partie réelle de f1 de t, c'est ceci, la partie imaginaire, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai deux fonctions. Partie réelle de f1, c'est la fonction qui va de r étoile plus dans R et qui à t associe log de t plus t carré, qui est dérivable sur r étoile plus. Et la fonction partie imaginaire de f1, c'est celle qui va de r étoile plus dans R et qui à t associe la partie imaginaire dans exponentielle 4t plus de t, qui est également dérivable. On en déduit que f1 est dérivable sur r étoile plus, et pour tout t appartenant à r étoile plus, d'après ce qu'on vient de voir, la dérivée de f1, donc f1' de t, c'est égal à, je dérive la partie réelle, qui me donne 1 sur t plus 2t, plus i fois la dérivée de la partie imaginaire, c'est-à-dire 4 exponentielle 4t plus 2. On va continuer avec f2. f2, c'est la fonction qui va de r dans c qui a t associé exponentielle 2it. Alors, pareil, je vais l'écrire en séparant partie réelle et partie imaginaire. Ça, je peux l'écrire comme cos 2t plus i sinus 2t. Ainsi, la fonction partie réelle de f2, c'est celle qui a t associe cos de t, et la fonction partie imaginaire, celle qui a t associe sinus de t. Ces deux fonctions sont dérivables sur R, donc f2 l'est également, et pour tout t appartenant à R, f'2 de t, c'est, donc je dérive cos de t, ça me donne moins 2 sinus de t, ça c'est la partie réelle de f'2 de t, plus i fois je dérive la partie imaginaire, et ça me donne 2 cosinus de t. Voilà pour la dérivée de f2. Enfin, f3, c'est la fonction qui va de r dans c qui a t associé exponentielle de 1 plus 3it. Alors on va commencer par faire le même travail, c'est-à-dire écrire ça sous forme algébrique pour identifier partie réelle, partie imaginaire. On l'avait vu précédemment, c'est l'exponentielle complexe. On sait que c'est exponentielle t fois exponentielle de 3it, ou encore exponentielle t facteur de cos 3t
plus i sinus 3t. Donc si je veux identifier la partie réelle, bien c'est exponentielle t cos 3t, et la partie imaginaire, c'est exponentielle t sinus 3t. Ainsi, la fonction partie réelle de f3, c'est celle qui va de r dans r qui a t associe exponentielle t cos 3t, et la fonction partie imaginaire de f3, c'est celle qui va de r dans r et qui a t associe exponentielle t sinus 3t. Ces deux fonctions, elles sont dérivables par opération, hein, c'est un produit de fonctions dérivables sur r, donc on peut les dériver, donc f3 est également dérivable, et pour tout t dans r, on a f'3 de t qui est égal à, donc je dérive ce produit, exponentielle t cos 3t plus u'v, donc alors la dérivée de cos 3t me donne moins 3 sinus 3t, et plus i fois, je dérive la partie imaginaire, donc exponentielle t sinus 3t plus exponentielle t 3 cosinus 3t. Ok, et on va pas s'arrêter là, on va essayer de regrouper des termes, donc on va ici, on a exponentielle t facteur de cos 3t plus i exponentielle t facteur de sinus 3t. En fait, si je mets exponentielle t en facteur, j'ai exponentielle t facteur de cos 3t plus i sinus 3t. Je vais pouvoir réutiliser la notation exponentielle et écrire ça comme exponentielle de 3it. On va faire le même travail de l'autre côté. Là, j'ai moins 3 exponentielle t sinus 3t plus i fois 3 exponentielle t. Donc je vais mettre le 3 exponentielle t i en facteur, vous allez comprendre pourquoi. Donc 3i exponentielle t, facteur, donc pour faire apparaître le cos en premier en fait, facteur de cos 3t, et ici pour avoir un moins, eh bien je multiplie par i, plus i sinus 3t, de sorte à faire apparaître également du exponentiel de 3it. Donc ceci me donne exponentielle t fois exponentielle de 3it, plus 3i exponentielle t, facteur de exponentielle 3it également. Et en fait, je peux écrire ça comme exponentielle de t plus 3, 1 plus 3i fois t, facteur de 1 plus 3i. Alors c'est rigolo parce que du coup, en fait, on observe que pour dériver le exponentiel de 1 plus 3i t, ben, j'ai fait sortir ici une constante complexe, la constante complexe qu'il y avait devant t, elle est sortie de mon exponentielle. En fait, ça a l'air de fonctionner exactement comme pour l'exponentielle réelle. Bien, on verra que c'est le cas, juste après. Pour le calcul des dérivées de fonctions à valeur complexe, j'ai la propriété suivante. Si u et v, vous prenez deux fonctions à valeur complexe dérivables, eh bien vous avez les 4 points suivants. Premièrement, lambda u pour tout lambda complexe est dérivable, et en plus la dérivée de lambda u, c'est simplement lambda fois u'. Donc ça fonctionne bien. Pareil pour la somme. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Le produit, ben, on a la même formule que pour les fonctions à valeur réelle, et également pour le quotient, à condition que v ne s'annule pas. Alors pour démontrer ça, et on va pas le faire, mais c'est tout bête, en fait on se ramène à... on décompose, on écrit u comme ur plus i ui, puis, et v, pardon, comme vr plus i vi, et c'est calculatoire, mais à chaque fois, en fait, on vérifie juste que ces égalités sont vraies. C'est pas la méthode la plus élégante pour démontrer cela, mais ça fonctionne. Un petit exemple, si je cherche à dériver cette fonction-là, bien en fait, ma variable t, pardon, elle n'apparaît qu'ici. Ceci, c'est une constante, donc en fait, quand je vais dériver, eh bien ça va être très simple. G' de t, c'est cette constante, fois la dérivée de donc la fonction qui a t associe t carré, c'est-à-dire 2t. Et le reste, ici, bah, c'est une constante, donc ça va me donner 0. J'obtiens donc 1 plus i sur it. Donc on n'a pas à refaire le travail de décomposition de mettre ça sous forme algébrique. En fait, maintenant qu'on a les propriétés qu'on vient de voir précédemment, eh bien on va aller plus vite. Donc on a dit les opérations algébriques, donc plus, moins, fois et diviser, fonctionnent bien dans C. Par contre, on ne va pas pouvoir parler de composition. En fait, la question c'est, est-ce qu'on a aussi cette propriété qui est vraie? Pour u et f, deux fonctions à valeur complexe,
Bah, en fait, non, en fait, pas de manière générale. Pourquoi? Bah, il y a un problème. Si vous prenez u, une fonction à valeur complexe, quand vous écrivez u de t, eh bien c'est un complexe. Du coup, f de u de t n'a pas de sens en fait, puisque f est une fonction à variable réelle, donc vous ne pouvez pas l'appliquer en un complexe de manière générale. Donc ça ne va pas fonctionner, sauf pour une fonction. En fait, il y a une exception, c'est la fonction exponentielle en fait. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à étendre la définition de la fonction exponentielle au complexe. En fait, on a défini ce que c'était que l'exponentielle complexe. Eh bien, pour cette fonction-là, ça va marcher. Et pour le démontrer, en fait, on le fait de la même manière que précédemment, c'est-à-dire on écrit que u c'est ur plus i ui, puis on calcule ceci, et on calcule séparément ceci, et on se rend compte qu'on a l'égalité. Donc c'est pas dur à faire, ça se fait bien, c'est juste assez calculatoire. Et ben profitons-en pour redériver f2 et f3. On a vu que c'était assez laborieux, assez long. En fait, on va aller beaucoup plus vite quand on a une exponentielle. Donc ici, j'ai exponentielle de lambda t avec lambda constante. Et bien, pour tout t appartenant à R, f'2 de t, c'est simplement 2i exponentielle de 2it. Okay, et si je regarde ce que j'avais obtenu, hop, et bien ici, je pouvais reconnaître 2i. Hop, je peux l'écrire, facteur de cos de t plus i sinus de t, qui s'écrit bien 2i exponentielle de 2it. Donc ça va aller beaucoup plus vite de dériver, en fait, maintenant que j'ai ce théorème. Pareil pour f3. f3 est dérivable, et pour tout t appartenant à R, on va aller beaucoup plus vite. f'3 de t, c'est, donc je sors cette constante, 1 plus 3i exponentielle de 1 plus 3i t. Et voilà. On va terminer cette vidéo par un exemple d'utilisation. On va appliquer ce qu'on vient de faire à un calcul de primitive. Donc ici, on va chercher à déterminer une primitive de la fonction qui a t associe exponentielle t cos de t sur R. Premièrement, on connaît une primitive de... on sait déterminer une primitive de exponentielle t. La fonction que je vais noter u qui a t associe exponentielle t, c'est une primitive de exponentielle t. On sait aussi déterminer une primitive de la fonction qui a t associe cos de t. Si je la note t, qui a t associe, donc j'ai du sinus de t, qui quand je dérive donne bien cosinus, et il faut que je divise par 2 pour compenser. Mais par contre, je ne peux pas dire que u fois v est une primitive de f, puisque vous savez que quand vous dérivez uv, ça vous donne u'v plus uv', et donc ce n'est pas égal au produit uniquement. Donc on va s'en sortir autrement. En fait, on va utiliser le fait que pour tout t appartenant à R, cos de t, je peux l'écrire, je peux voir ça comme la partie réelle de l'exponentielle complexe, exponentielle 2it. Et donc exponentielle t fois cos de t, je peux dire que c'est exponentielle t fois la partie réelle de exponentielle 2it, et ceci étant réel, je peux écrire que c'est la partie réelle de exponentielle de t fois exponentielle 2it, ou autrement, en utilisant l'exponentielle complexe, exponentielle de 1 plus 2i fois t. Donc si je note petit g, la fonction qui a t associe exponentielle de 1 plus 2it, si j'arrive à trouver une primitive grand G de petit g, alors si je regarde la partie réelle de g et que je la dérive, ça c'est par définition la partie réelle de la dérivée de g. G étant une primitive de petit g, ça me donne la partie réelle de petit g, c'est-à-dire f. Donc en fait, je suis en train de dire que si je trouve une primitive de g, eh bien une primitive de f, c'est tout simplement sa partie réelle. Partie réelle de g est une primitive de petit f. Donc l'idée c'est uniquement de trouver, enfin l'idée là c'est de, pour répondre à la question, c'est de trouver une primitive de petit g. Eh bien, la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus 2i exponentielle 1 plus 2it va convenir. En effet, quand vous dérivez, j'ai pris, donc, pour tout t appartenant à R,
g' de t, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce 1 plus 2i qui va sortir de mon exponentielle, et ça va me donner exponentielle de 1 plus 2it, parce que ça va se simplifier. Donc g est une primitive de petit g. J'ai une primitive de petit g, j'ai donc une primitive de petit f qui est partie réelle de g. Est une primitive de petit f. Donc j'ai ma fonction g, il me suffit maintenant de déterminer la partie réelle de cette fonction. Allons-y. Alors je vais réécrire pour tout t appartenant à R, j'ai g de t qui est égal à 1 sur 1 plus 2i exponentielle de 1 plus 2it. Et ce que je cherche, c'est la partie réelle de g de t. C'est-à-dire la partie réelle de 1 sur 1 plus 2i exponentielle de 1 plus 2i fois t. Alors ce que je vais faire, c'est la méthode habituelle, je vais multiplier... non, déjà je vais travailler que avec mon nombre complexe, je prendrai la partie réelle à la fin. Je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué, donc ça me donne exponentielle... Alors déjà je peux faire sortir ce exponentielle t, hop, fois exponentielle 2it, divisé par 1 au carré plus 2 au carré, donc fois 1 moins 2i. J'ai multiplié en haut et en bas par 1 moins 2i. Et j'ai presque fini, ça me donne exponentielle t sur 5. Exponentielle 2it, j'écris ça comme cos de t plus i sinus de t, donc le tout facteur de 1 moins 2i. Et donc la partie réelle de g de t est égale à exponentielle t sur 5 fois, alors j'ai cosinus de t fois 1, donc cosinus de t, et j'ai également, ce qui va intervenir dans la partie réelle, c'est i sinus de t fois moins 2i, donc plus 2 sinus de t. Donc j'ai trouvé une primitive de f, c'est la fonction grand F qui va de R dans R, qui à t associe exponentielle t sur 5, cosinus de 2t plus 2 sinus de t, est une primitive de petit f sur R. Alors voilà pour un premier exemple. Vous allez en faire un deuxième seul. Je vais vous demander de trouver une primitive, donc en utilisant la même méthode, de la fonction qui à t associe exponentielle moins t sinus t. Mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Allons-y, on va reprendre exactement la même méthode. C'est-à-dire, on va écrire que pour tout t appartenant à R, sinus t, c'est la partie imaginaire de exponentielle it. Okay. Ainsi, en multipliant par exponentielle t qui est un réel, j'obtiens que f de t, c'est la partie imaginaire de exponentielle i-1 t. Si je pose g, la fonction à l'intérieur, là, la fonction qui a t associe exponentielle i-1 t, donc une fonction à valeur complexe, eh bien une primitive de petit g sur R, c'est tout simplement la fonction qui a t associe 1 sur i-1 exponentielle de i-1 t. En effet, si vous dérivez g, si vous dérivez grand G, vous tombez sur petit g. Ainsi, une primitive de petit f sur R est partie imaginaire de g. En effet, la partie imaginaire de g', c'est la partie imaginaire de g', c'est-à-dire la partie imaginaire de petit g, et donc c'est f. Donc, ce qu'on cherche, c'est à trouver la partie imaginaire de g pour avoir une primitive de petit f. Donc pour tout t appartenant à R, j'écris grand G de t, c'est 1 sur i-1 exponentielle i-1 t. Et comme tout à l'heure, en fait, je vais multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée, donc par moins 1 moins i. En bas, ça me donne le modulo carré, donc 1 plus 1, 2. Je sors mon exponentielle moins t de mon exponentielle, et j'ai exponentielle, parce que c'est réel, fois exponentielle it, donc facteur de moins 1 moins i. J'écris exponentialité sous forme algébrique, j'ai ceci. Et donc, si je regarde la partie imaginaire, eh bien, je vais avoir cos de t fois moins i, donc un moins cos de t, et j'ai aussi ce i sinus t fois moins 1, donc moins sinus t ici. Donc ma partie imaginaire, c'est exponentielle moins t sur 2 fois moins sinus t moins cos t. Ainsi, si je pose la fonction f qui va de R dans R et qui a t associe moins exponentielle moins t sur 2 facteur de sinus t plus cos t, eh bien c'est une primitive de petit f sur R.